Ah, Imola, c'est le genre de circuit qu'on adore dans Formula One inséré l'année en cours ici. Circuit à l'ancienne, punitif avec très peu de voies de dégagement qui te permettent de t'en sortir sans perdre une position. Bref, l'exact opposé du parking, mais c'est aussi généralement un Grand Prix assez soporifique. En cause, une génération de bagnoles qui est v'là longue et v'là lourde, et si on est honnête, même dans le temps, c'était pas si facile de passer, hein, Alonso et Schumacher 2005, 6. Je confonds toujours. Ces deux années-là, dans ma tête, c'est toujours les mêmes. Mais, et ça pour plus d'une raison, ce Grand Prix d'Imola a été une excellente surprise. Alors on va faire un petit peu comme d'habitude, on va en parler doucement, posément, mais avant ça... Il y a des gens le matin qui ont le temps. Le temps de se lever. Je me lève. Le temps de faire un café. Oh mince alors, je dois remettre de l'eau. Eh ben moi j'ai pas ton temps, d'accord. Je me lève, eau, poudre, énergie. Oui, bois mon café. Moi j'ai de la New Caf et des vitamines, tu vas faire quoi? Bon d'accord, mais tu sais, moi aussi j'aime bien boire un petit thé le soir pour me détendre, tout n'est pas que... Mon infusion est montée, espèce de bouffon, moi aussi j'ai du thé, regarde ça là, boum. En plus Oli Energy, ils ont une gamme de boissons hypotoniques, comme ça quand t'as fini de pisser, eh ben tu peux garder peut-être un petit peu dedans ton corps. Fais-toi ton propre avis. Avec le code Clippy5, tu as 5 € de réduction sur ta première commande. Prends un starter pack, comme ça tu goûtes un peu tous les goûts. Et si t'as déjà commandé et que tu veux soutenir la chaîne, code Clippy, juste Clippy, pour 10% de réduction. Le lien et les codes sont copiés dans le commentaire épinglé. Merci Oli, merci à vous. Retour à la vidéo. Bref, merci Oli, je suis Clippy d'Aclip. Bienvenue dans Garage Talks. Depuis le début de la saison, peu importe ce qu'en disent les ingénieurs Twitter, les experts TikTok ou les pilotes britanniques de mauvaise foi, Red Bull n'a pas la meilleure voiture. C'est une voiture dans laquelle il y a énormément de performance, bien entendu. Je me rends compte que genre il était tout flingué mon plan de caméra là, vous me dites rien vous? C'est une voiture dans laquelle il y a énormément de performance, on est d'accord, mais c'est une performance qui est pas facilement accessible. D'ailleurs la croix et la bannière hein, sur cette génération de voitures, le fait de pouvoir accéder à la performance. En fait même la Kick pourrait foutre une branlée à la McLaren, en admettant qu'elle soit renée à 3 mm du sol, qu'on soit le 14 du mois, qu'il fasse précisément 24 degrés centigrades et que la voiture soit sur des pneus cloutés. Ah et bien sûr qu'il fasse beau, sinon c'est clairement avantage McLaren, on le sait. Mais du coup sur cette génération de voitures, ceux qui s'élèvent au-dessus de la mêlée, c'est pas tant ceux qui ont la performance des dieux, c'est ceux qui ont de la performance à laquelle ils peuvent accéder. De la performance qui est exploitable. Il y a fort à parier que la Mercedes, avec son concept zéro ponton en 2022, aurait pu écraser tout le field si la performance était accessible, si le concept zéro ponton avait pas une fenêtre d'exploitation si minuscule. Il fait la force de McLaren depuis qu'ils sont revenus d'entre les morts, c'est pas qu'ils ont une performance d'enculé, c'est que leur performance, elle est accessible une grosse majorité du temps. C'est quelque chose qui est évidemment bien aidé par l'aéro flexible, et ça va changer bientôt, ou peu importe quelle sorcellerie ils utilisent pour maintenir leur pneumatique dans la bonne fenêtre de température. Et ce week-end, en plus d'être sur un circuit qui leur convient un petit peu plus que Miami, Red Bull a ramené un package d'upgrades. Des upgrades qui n'ont pas ramené de performance, mais qui ont élargi la fenêtre d'exploitation de la performance. Verstappen l'a dit tout au long du week-end, que ce soit en conférence de presse, en interview, ou même tu sentais à la radio qu'il était plus relax, il y avait plus cette déconnexion comme il sentait à Miami. Il y avait plus genre cette frustration dans sa voix. Boog pouvait set-up la voiture dans la direction où il voulait. Et en course, après un départ pas trop mauvais, mais loin d'être le meilleur du trio de tête, Verstappen prend la tête au virage 1 en faisant un extérieur somptueux à Oscar Piastri et se retournera pas. D'ailleurs, on parle beaucoup de l'exté au virage 1 parce que c'est... alors techniquement c'est le virage 2, mais moi je vais continuer de l'appeler le virage 1. Hein. On en parle beaucoup parce que c'est le plus beau, c'est le plus vendeur, c'est ça qui fait que les gens se branlent sur le highlight reel. Selon moi, c'est toute la séquence qu'il faut garder, tu vois, genre Russell qui part mieux que les deux de devant, mais qui est box-in derrière Piastri et genre juste à côté de Max. Max qui place sa voiture juste comme il faut pour empêcher Russell de bénéficier de son départ plus prompt, pour finir avec un XT où il laisse genre une toute petite marge à Piastri. C'est merveilleux, accrochez-moi ça au Louvre. Et moi je pense sincèrement que chez McLaren on s'est pas inquiété de voir Verstappen devant au virage 1. On s'est dit que avec le rythme de course et leur incapacité à sucer leurs pneus, ça allait bien se passer. Ils se sont dit qu'ils allaient sûrement pouvoir le rattraper et que cette histoire se réglerait sur un pit stop ou sur une différence stratégique au pire des cas. Oui,
bah oui, oui, revenir, oui. Bon, le move au virage 1 était déterminant sur le reste de la course, oui. On peut que spéculer sur qu'est-ce qui se serait passé si Verstappen n'était pas passé devant? Est-ce qu'il aurait douillé dans le dirty air? Est-ce qu'il avait le rythme pour le passer? Est-ce qu'il serait passé sur les freins à un autre moment? Et la spéculation est intéressante là-dessus, parce que ça ouvre tout un éventail stratégique auquel on n'a pas eu accès parce que Max était devant, mais ça reste de la spéculation. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si c'est juste un one-off, tu vois, ou alors si Red Bull a vraiment réussi à assainir la voiture, parce que la course qui vient derrière, c'est Monaco. Une course où Red Bull, depuis qu'ils ont leur petit problème d'instabilité, ils sont pas contents du tout, parce qu'ils doivent runner la voiture genre très très haute par rapport au sol, que tout le grip il est très très bas par rapport au sol, et généralement c'est un week-end où ils souffrent un peu. Après, Monaco, c'est aussi un circuit où le pilote fait vachement plus la différence que la voiture. Je suis curieux de voir comment ça se décante là-bas. Mais ce qui actuellement retient mon attention, comme si on me secouait des clés attachées à... On va pas faire cette vanne. Ce qui retient réellement mon attention, c'est pas tant le Grand Prix de Monaco, que je serais très content de regarder, y a pas de souci, mais c'est surtout le Grand Prix d'Espagne. Parce que, c'est un circuit qui, généralement, a tendance à bien hiérarchiser les voitures, ils testent très souvent là-bas, c'est un circuit sur lequel on a plein de data, donc souvent c'est la meilleure voiture qui s'impose, et c'est tout. Et B, et c'est surtout ça, le gros point déterminant, c'est là qu'intervient la nouvelle directive technique, le nouveau test sur la flexibilité des ailerons avant, ce test qui est durci, elle est incroyable cette vanne. Et là, on va pouvoir voir si ça fout un sbeul plus gros que ce que j'imaginais, parce que je m'attends pas à un full reset et à voir genre McLaren soudainement P5 et Ferrari qui se bat avec Red Bull, quoi qu'on pourrait être surpris, si c'est le cas, vous l'avez entendu ici en premier. Mais si l'aéro flexible était effectivement la clé de voûte McLaren et que Red Bull, avec un package d'update, a réussi à élargir leur fenêtre de setup et par conséquent peut se rapprocher d'un McLaren qui va perdre, quoi qu'il arrive, un gros avantage, le fight pour le titre, il pourrait être vachement moins serré que ce qu'il a l'air d'être actuellement. Parce qu'on dira ce qu'on voudra, chez McLaren pour l'instant, on peine à exploiter, on peine à réaliser sur les week-ends et il y a des points qui se font la malle connement. Même si pour le coup, ce qui s'est passé à Imola, c'était pas une conne perte de points, c'était pas comme à Suzuka où c'est Max qui lâche une masterclass et qui éclate tout le monde même s'il a pas la meilleure voiture du plateau. Non, c'était Max au volant de ce qui était réellement la meilleure voiture ce week-end-là, qui a claqué le cul de la grille, flashback 2013, à Sébastien Vettel. Et le pire cauchemar des fans de McLaren, c'est que ce qu'on vient de voir là puisse se reproduire le week-end prochain. Et celui d'après, et celui d'après encore, et celui d'après. Pour moi personnellement, je m'en fous, je suis un agent du chaos, j'aime bien quand c'est le sbeul. Dit-il avec sa petite Red Bull Racing sur une des étagères. Il y en a une autre sur l'autre étagère. Oh. Alors même si McLaren ressort du Grand Prix avec un des noms les plus longs qui m'était été donné de voir, avec plus de points que n'importe quelle autre équipe, les Boogs ne s'attendaient absolument pas à ce que Red Bull soit aussi rapide ce week-end. Et j'ai dit Red Bull, pas juste Verstappen, parce que ce serait bien de mettre un peu de respect sur le nom de Tsunoda, qui, parti bon dernier, finit 10e avec une voiture qui, de ce que j'ai compris, n'avait pas les mêmes upgrades, puisqu'il les a tous pétés... Vous savez, quand il a fait son tonneau barriqué, là. Mais les aérofreins, il va nous passer devant. Andrea Stella, le team principal McLaren, avoue à demi-mot que McLaren avait juste pas le rythme pour inquiéter Max devant. S'il insiste sur le fait que la course se joue au virage 1, encore une fois, on spéculera autant qu'on voudra. Dans les faits, on sait que dès le premier relais, Max avait déjà le luxe de pouvoir gérer ses pneus de manière bien plus significative que les pilotes McLaren derrière. La surprise, parmi plein d'autres surprises ce week-end, on en parlera dans les autres parties de la vidéo, c'est pas tant que la Red Bull roulait bien, c'est que McLaren n'avait aucune réponse face au rythme Red Bull. Parce que, et ça il faut le prendre avec des pincettes parce que c'est extrapolé de ce qu'on dit les teams principaux. Et généralement ces mecs-là poussent un agenda, donc vraiment avec des pincettes. Mais apparemment Norris dans le clean air derrière Piastri qui essayait de combler le gap, roulait aussi vite que Max qui lui gérait ses pneus en P1. Bon après toute proportion gardée, faut garder en tête que même quand tu pousses pour combler le gap sur ton très cher coéquipier, tu gardes de la marge parce que tes pneus doivent durer longtemps, que la Formule 1 c'est plus du tout un sprint de 2h30 et que maintenant les mecs sont peut-être plus encore obligés de garder leurs pneus à l'œil que des pilotes de WEC, putain de merde. Sauf que dans ce contexte-là, on parle pas de McLaren qui perd en performance, parce que ça c'est une discussion qu'on pourrait avoir d'ici le Grand Prix d'Espagne. Non, là c'est clairement Red Bull qui en avait plus que d'habitude ou qui pouvait enfin exploiter la performance qu'ils ont depuis le début de la saison. Surtout que dans ce contexte-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas parce que la perf McLaren a chuté. Ça, on pourrait avoir une discussion comme ça après le Grand Prix d'Espagne. Là, c'est typiquement cette histoire de performance absolue versus performance accessible.
accessible que l'informatique, ce que la soufflerie te donne, et le dimanche après-midi. Bon, Imola, de toute façon, c'était pas un circuit qui allait plus réussir à McLaren qu'à Red Bull. Beaucoup de virages à haute vitesse où la Red Bull exploite beaucoup mieux. Température de piste aussi qui a joué un rôle majeur. C'était pas comme à Miami où c'était une question de température interne, mais au contraire ici, la température de surface. Et à ce jeu-là, McLaren n'a pas d'avantage par rapport à Red Bull, en tout cas pas d'avantage tangible comme l'espèce de sorcellerie là qu'ils utilisent au niveau des écopes de frein, qu'il y a même eu une enquête de la FIA que j'ai pas du tout suivi, je vais pas rentrer dedans maintenant parce que de toute façon c'est du contenu qui va faire 4 vues. Mais rajoute à tout ça le fait que la strat a joué un rôle énorme. Oui, nous on s'attendait à une course bien processionnelle, un one stop, et c'est pour ça qu'on s'est dit, quand Max a commencé à étendre le gap, que c'est bon, c'est réglé, c'est dans la poche. À moins d'un malentendu sur un undercut un peu couillu, avec une pit lane longue comme ça, Et entre les médiums qui, après 12 tours seulement, paraissaient genre ne plus valoir quoi que ce soit, je dis bien paraissaient parce que y a des équipes qui ont pu push un peu plus longtemps, et 2 interruptions, à savoir une VSC pour l'abandon d'Esteban Ocon et une safety car complète pour l'abandon de Kimi Antonelli, on a au contraire eu droit à une course giga ouverte niveau stratégie, ce qui a d'une permis à mes copains tifosi de pas se seppuku avec une lasagne pas encore cuite, ce qui a baisé Aston aussi, on en parlera sûrement après, mais surtout a fait la différence pour Piastri. Et c'était pas une bonne différence. Parce que en ne s'arrêtant pas dans la période de safety car, période où se sont arrêtés et Verstappen et Norris, la course était condamnée. Et d'aucuns diraient que c'est justement parce que Oscar a perdu la tête au virage 1 que sa course a été condamnée, justement parce que McLaren ne l'aurait pas mis sur cette strat-là s'il avait conservé la tête au premier virage. Les spéculations, c'est un royaume, c'est formidable, c'est merveilleux, mais les spéculos, je les préfère avec mon café. Et moi, je bois pas de café, je bois du Holy Energy avec le code Clippy pour dire... Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, pour les fans à Lando Norris en tout cas, c'est que ça donne une inespérée seconde position aux Britanniques et que ça gomme sa qualif suboptimale. Et on espère que ça le relance un peu, dans l'intérêt d'avoir un antagoniste et un fight au championnat du monde. Mon tapeur de MILF préféré est de retour et avec un contrat court. T'as vu ça, ça rime. On fait des efforts. C'est faux, c'est accidentel. Colapinto va seconder Pierre Gasly, non pas jusqu'à la fin de la saison, mais sur un contrat de 5 courses. Parce que la couillonisse chez Alpine commence à grossir au point d'avoir son propre pôle gravitationnel. Bon, après, ça dépend à qui tu demandes. Si tu regardes la press release, c'est 5 courses. Si tu demandes à Briatore, non, il est là jusqu'à la fin de la saison. Partant du principe que Douane aurait dû rester jusqu'à la fin de la saison, selon les mots de Briatore aussi, je décide de faire ma propre réalité, je prendrai le volant de l'Alpine au bout des 5 courses parce qu'il n'y aura rien à changer. Il a déjà mon numéro de course, on tape la même tranche d'âge en matière de gonzesse, donc on est très bien. Il y a absolument rien à changer, tout est pareil. Ah non, peut-être pas tout, parce que moi je lâche pas de fion à mon équipier sous prétexte qu'il est français. Oh oui, mais c'est tatillon, c'est pour nous vanner. Non mais nous aussi on s'est rappelé les défaites, ça c'est quoi ça ? Les Anglais dites rien. Bon, grivoiserie mise de côté, le week-end à Franco a été plutôt ok après avoir rendu un hommage à Ayrton Senna en qualification. Il a fait une course plutôt solide dont la position finale reflète pas réellement la qualité de la conduite. Et 16 pour lui, et d'ailleurs même P13 pour Pierre Gasly. On espère que les choses iront mieux à Monaco, que ce soit pour lui ou pour l'équipe en général. Pas un circuit très sympa à se farcir dès ton 2e GP de la saison, surtout quand on a que 5 pour performer et que t'as déjà plié une bagnole dès la première séance qualificative. Surtout qu'il a déjà une réputation de tapeur de mur, hein. Mais bon, après, si le mur, il a plus de 38 ans, il y peut rien, tu vois, il est humain après tout. Et c'est à peu près tout, cette section existe purement et simplement pour faire plaisir au Discord, qui était pas mal remonté après les petits propos en conférence de presse, là. Discord que vous devriez rejoindre, que je vais exceptionnellement, c'est la 2e fois que ça arrive, mettre, alors pas en commentaire épinglé, parce que là, la vidéo est sponsorisée, donc c'est réservé à les codes. Mais en première place, dans la description, vous aurez le lien du Discord, que vous devriez rejoindre déjà, parce que vous devriez faire partie de la communauté. C'est vachement bien. Où on organise avec Race System des events Assetto Corsa où vous pouvez faire la course contre d'autres membres du Discord bien sûr, mais notamment moi. En plus la course est streamée, donc faites pas les fous. Là on en fait une le vendredi 30 de ce mois-ci, donc vendredi 30 mai. Si vous êtes dans le futur, compliqué parce que c'est une vidéo d'actualité, donc je sais pas pourquoi vous la regardez. Ce sera du multiclass IndyCar, la saveur VRC bien sûr de cette dernière, et GTD avec la Mustang du pack, c'est quoi, c'est GTS ou GTM de RSS. Donc en multiclass d'hygiène à Watkins Glen, ramenez-vous dans le Discord, lisez les règles, prenez le rôle sim racing, cherchez le salon Assetto Multi ou Multi Assetto, lisez les messages épinglés et puis je vous retrouve là-bas. Alors autant je vais pas appuyer sur la blessure Ferrari ce week-end, je laisse les tifosi se reposer, c'est pour moi. Autant l'ordre de la grille, c'était un bordel
bordel. Alors s'il y a bien un truc qui a fait plaisir, c'est Aston Martin, en tout cas pour moi, parce que j'ai bien compris que à la seconde où on va commencer à gagner, on va devenir la nouvelle équipe cool à détester. Y a pas de problème. Tu sais, quand de base Stéphane Red Bull Racing, tu les as tout entendus. Hein. Des vertes et des pas mûres. Abonne-toi. Et puis il y a aussi Williams. Et là par contre c'est pour tout le monde, because everybody is a Williams fan. Even the Mercedes guys, if you ask. Bon alors, déjà pour ajouter au bordel, il y a un truc qui a surpris beaucoup de gens et que je vais tenter d'expliciter ici. C'est le fait que les médiums étaient de meilleurs pneus, en tout cas aux mains des pilotes Aston Martin, que les softs, en tout cas en qualification. Alors certains parmi vous vont se dire que c'est contre-intuitif, d'autres vont carrément se dire que c'est blasphématoire et que c'est encore la faute à Pirelli. Mais du coup, le raccourci facile, que ce soit de la bouche des pilotes, des teams principaux ou des gens qui sont à la télé qui nous présentent tout ça, c'est que les softs valent plus rien à la fin d'un tour. Le problème, c'est que les gens vont comprendre, et on leur en veut pas parce que le phrasé peut laisser penser à ça, les softs sont déjà usés avant même la fin d'un tour qualif. Non. En gros, les softs, à savoir les C6 ce week-end, chauffaient beaucoup trop vite et beaucoup trop fort sur un tour qualif, qui est un tour où tu donnes tout en général. Et du coup, oui, si le pneu vit très mal sa montée en température, ou que la température de fonctionnement optimale est excédée, parce que t'es sur la fin du tour et que tu balances tout ce que t'as, et ben le pneu il est trop chaud et il accroche plus. Ça veut pas dire qu'en course, le soft fait pas de tours, hein. Justement, en course, tes pneus tu les gères, tu donnes pas 100% de rythme tout le temps. Mais de toute façon en qualif, le soft a été rendu inutile parce que le delta qu'on a généralement entre un médium et un soft, c'est entre 3 et 5 dixièmes. Ce qui, en Formule 1, représente un monde, un univers, un multivers, j'ai pas d'autre mot. Et qu'on les compare avec ces temps de tour sur des médiums plus tard, en qualif, hein, bien sûr, on se rend compte que les softs sont plus rapides dans le premier secteur. Et c'est tout. Alors, évidemment, faut prendre en compte le fait que le circuit évolue, plus il se gomme, plus il est rapide, blablabla, mais les splits, là, c'est pas une évolution du circuit. Hein. C'est juste que les softs étaient surchauffés leur grand mort en fin de tour et qu'il n'y avait plus rien à en tirer. En fin de tour, en moitié de tour, au second secteur, ils perdent déjà du temps. Alors, il n'y a pas que le coup de mettre des médiums en qualif qui a permis à Aston Martin de paraître bien plus solide que sur les derniers week-ends. Il y a eu quelques upgrades bien sentis, hein, qui ont trouvé leur voie sur la voiture. Et si c'était pas pour une stratégie qui a piqué du nez à cause de la seconde safety car, on aurait pu se retrouver avec des points. Peut-être même pas juste pour Fernando, mais aussi pour Lance encore. Mais bon, les spéculos, hein, tout ça. Quant à Williams, si vous êtes fan d'eux, vous êtes dans un bonheur. Bon, si on exclut le truc avec Albon, déjà, on a Sainz qui claque des chronos d'enculé dans le domicile de son ancien employeur. Imagine faire du VTT dans le salon de ton ancien patron, avec aussi peu de respect. Mais en vrai de vrai, Williams, sans aucun fondement basé là-dessus, c'est juste du gut feeling. Il me laisse à penser que ça, malgré le fait que c'est déjà été annoncé, qu'ils vont pas redévelopper ou retravailler le concept sur cette voiture-là et que tout au plus ils vont fixer des problèmes et que le développement s'arrête là pour la Williams parce qu'ils veulent se concentrer sur 2026, il me laisse quand même à penser qu'ils peuvent finir 5e au championnat du monde. Comme le règlement qui arrive pour 2026 est très fortement influé par les moteurs et que ça a l'air d'être encore avantage Mercedes à l'aube de la saison, on pourrait se retrouver dans un scénario 2014, on a déjà parlé dans une vidéo précédente, je vais mettre une petite annotation si j'oublie pas là, où Williams top 3 2026. Vous l'avez entendu ici en premier. Et sinon, eh ben c'est tout, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était Clippy Clip, vous pouvez me suivre absolument partout, ça s'affiche. Les codes Oli Energy, bien évidemment, on a des liens affiliés SyncMesh, ça vous le saviez aussi, si vous cherchez des gants sim racing de qualité. On est affilié Razer maintenant, donc si vous voulez acheter des produits Razer en passant par leur site plutôt qu'Amazon, vous avez mon lien aussi maintenant. Les codes Oli Energy, bien évidemment, je pourrais qu'en fin de mois il y a des nouveaux trucs, mais... J'ai rien dit. Il se pourrait. Spéculation. On est sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre. On fait de tout en ce moment. Vraiment. Un temps, on faisait vraiment que des jeux de bagnole, mais maintenant, on fait aussi du Pixel Cup Soccer, du MotoGP 25. On a fait du Tourist Trophy dimanche dernier. On a Oblivion aussi qui est en cours et je vais pas me gêner pour le faire parce que même si on est 12 viewers, je m'en fous, je joue au jeu. Bref, c'était Clippy Clip. Bisous.